Cause, conditions et objectifs du choix de la défaite de 40, un intitulé volontairement large pour avoir toute la latitude nécessaire pour présenter le véritable dessous des cartes de cette drôle de défaite et du régime qui en découla. La parole est à toi. Puisqu'on vient d'évoquer le caractère critique, je ne voudrais pas commencer cette séance sans citer enfin je ne peux pas dire d'ailleurs deux de mes collègues, puisqu'il y a d'une part un collègue et d'autre part un journaliste historien, qui se sont récemment plaints, ce qui a permis d'enrichir la notice Wikipédia. Donc vous connaissez le caractère tout relatif, je parle de la notice Wikipédia d'Henri Guillemin, et qui fait l'objet d'une note 3 fort intéressante au début d'un ouvrage qui s'appelle L'histoire de la collaboration, de mon collègue Murattiol et d'un journaliste, M. Broche, et qui tous deux se plaignent de représentants d'une tradition d'historiographie militante, une longue tradition d'historiographie militante, d'Henri Guillemin à Annie Lacroix-Ris, ça m'a beaucoup flatté, s'est efforcé d'établir des similitudes entre les époques de défaite militaire suivies d'une occupation étrangère, 1814-1819, et surtout 1870-73 et 1940-44, pour dénoncer la tendance défaitiste, capitularde, voire purement collaboratrice, des élites françaises qui auraient ainsi cherché dans les armées étrangères le rempart contre le péril de la subversion intérieure, de la Commune de Paris en 1871 à la poussée du Front populaire, en 1936. En 1974, dans un ouvrage devenu un classique dont il a été parlé ce matin, l'ouvrage donc de Guillemin sur nationaux et nationalistes, Guillemin dressait le parallèle entre le comportement des élites françaises, les gens de bien, sans S, au sens classique, de 1870-1871, et celui de leurs héritières de 1936-1940. Dans les deux cas, un ultra-pacifisme tendant au défaitisme qui n'aurait été dicté que par la volonté de défendre l'ordre social intérieur menacé, ces analyses relevant avant tout d'une histoire engagée, pour ne pas dire partisane, n'aident pas vraiment à saisir ce qui se joue en France entre 1940 et 1944. En réalité, bien que le mot soit ancien, la collaboration du type de celle qui exista dans la France des années 1940 à 1944 demeure sans précédent dans notre histoire. Bien. Sur la base de seconde main, on peut en effet dire ce qu'on veut, mais ma foi, je vais essayer de rendre compte, non pas, mais c'est quand même un des éléments de la communication, des causes, conditions et objectifs du choix de la défaite de 1940, parce que, faisant œuvre de pionnier, Henri Guillemin, parce qu'il ne dispose pas alors du substrat des archives, peut se prononcer avec beaucoup de courage et un caractère pionnier qu'il partage d'ailleurs avec certains, dont je parlerai, peut parler des causes, peut parler des objectifs du choix de la défaite, mais n'est pas encore en mesure de parler des réelles conditions dans lesquelles les choses se sont faites. Donc moi je vais me centrer évidemment sur Guillemin, puisque je vais analyser ce dont il a été beaucoup question ce matin, c'est-à-dire la vérité sur l'affaire Pétain, dont il faut savoir tout de même que ça s'inscrit dans toute une tradition que j'évoquerai tout à l'heure, de ces pionniers qui ont un peu expliqué le dessous des cartes avant même que les archives ne soient disponibles. Et évidemment, il y est question énormément de ces causes et objectifs du choix de la défaite, parce que le livre de Guillemin est un livre sur le choix de la défaite, sur l'option de la défaite, sachant que
En 1945, il s'inscrit donc, j'allais dire, dans une longue histoire qui est quand même assez courte, c'est-à-dire cette multiplication des interventions de 1943 à 1945 pour expliquer aux Français ce qui s'est passé, des explications qui se centrent sur la trahison. Le concept de trahison qui est, je le rappelle, non pas un concept militant, mais que je sache défini par l'État, un concept extrêmement juridique, qui a été, vous le savez, mise en œuvre à l'occasion de chaque période de conflit ou préparatoire à vos conflits, puisque la trahison juridique et politique a fait l'objet non seulement d'une définition juridique, mais il faut le dire, d'un quasi-consensus dans l'après-libération pendant plusieurs décennies, au moment d'ailleurs où nous ne disposions pas des sources d'archives dont nous disposons aujourd'hui, et il s'agit d'une définition juridique, puisqu'on la trouve, je le rappelle, dans toutes les définitions qui sont données à partir de 1943-44 à Alger et qui forment la base d'un certain nombre de mesures réglementaires, telles, par exemple, le 13 septembre 1944, on est à Paris, l'ordre d'informer visant les 60 ministres et secrétaires d'État de Vichy encore vivants, je cite, « coupables de trahison, infraction punie par les articles 75 et suivants du Code pénal, infraction alors punie, vous le savez, de la peine de mort. » Et suivent toute une série d'arrêts du juge militaire parisien Stellé pour, je cite les termes juridiques, trahison, intelligence avec l'ennemi, atteinte à la sûreté intérieure ou atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Nous ne sommes pas dans l'histoire militante, mais dans le juridisme le plus total et dans ce qui est supposé servir, vous le savez, de cadre à une épuration dont il sera bientôt question dans le livre évoqué. Alors, ça n'est plus le cas. Je dirais que ça n'est plus le cas depuis une trentaine d'années où non seulement ce concept de trahison est contesté, mais imputé justement à une vision militante, complotiste, dirons-nous, de l'histoire. Alors je tiens à souligner d'abord à quel point Guillemin frappe dans ce petit ouvrage sur l'affaire Pétain, comme ceux qui l'ont accompagné depuis 1943, par des intuitions majeures, une intuition majeure qui est taboue aujourd'hui. Si je n'ai pas le temps de le développer, ça sera développé dans mon intervention, c'est-à-dire, je le cite, la connexion étroite entre la politique intérieure française et les événements internationaux. Autrement dit, comment est-ce que Guillemin a tiré des choses déjà si éclairantes, car il faut le dire, elles sont extrêmement éclairantes et elles mettent l'accent sur ce que peut signifier une histoire du temps présent quand elle est faite avec scrupule, bien qu'elle ne soit bien sûr jamais suffisante, puisqu'il a disposé d'instruments. Il a disposé des publications d'avant-guerre qu'il a exploitées, des publications d'occupation qui sont d'un bavard. Vous savez à quel point les vainqueurs sont prolixes sur les conditions de leur victoire, et il a exploité admirablement toute une série d'interventions. Pensez à René Benjamin, je dirais Cézanne qui raconte tout finalement. Parlons de Monzy et de son ci-devant, et parlons de Maurras. Parlons-en. En une époque où nous avons des ministres qui confondent Marc Bloch avec Maurras et qui en quelque sorte parviennent à la quintessence de ce qui a fait un surgissement en début d'année, qui a beaucoup mobilisé la gente de l'historiographie dominante. Était-il indispensable que le Haut Comité des commémorations nationales fût doté d'une notice Maurras qui semblait oublier qu'entre autres Maurras avait été antisémite, ou à peine au début du XXe siècle, et qui rendait hommage à ce maître à penser de l'ensemble ou du quasi-ensemble de nos élites catholiques pendant le siècle et maintenant aujourd'hui, puisque comme vous le savez, rien n'est plus utile et indispensable aujourd'hui pour se mettre à l'intérieur des fascistes, nous dit-on, tel Rebattet, que de publier et republier
tous les nazis qui ont fait Flores, enfin, en tout cas qui ont publié sous l'occupation. Autrement dit, quand on a l'esprit critique et la volonté de gratter un petit peu, il faut réhabiliter, je m'en sers peu, mais il faut réhabiliter le matériau quasi immédiat, parce qu'on y trouve beaucoup de choses, surtout dans les circonstances, évidemment, où des vainqueurs se réjouissent de la défaite des pauvres. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Quelles sont les intuitions majeures de Guillemin? D'abord, sur les questions intérieures, je dirais que les intuitions majeures sont d'ailleurs surtout sur les questions extérieures, mais il y a tout de même dans son chapitre 2, je ne reviens pas sur le chapitre 1er, qui est pourtant d'un grand intérêt en ce moment, où on était prêt à célébrer le grand maréchal et grand vainqueur de Verdun. Ce chapitre 2, prélude, j'en profite pour dire qu'il est absolument indispensable de lire le petit ouvrage La vérité sur l'affaire Pétain, puisque ça permettra évidemment d'éclairer des tas de choses que vous avez entendues depuis ce matin. Il ne pressent pas des tas de choses, je parlerai tout à l'heure de ces lacunes, mais il est naturellement absolument décisif de comprendre, de faire le lien avec l'histoire d'un peu plus long terme et d'étudier ce qui ressortit à la tradition historique de trahison des classes dirigeantes. Il dit, depuis l'accueil enthousiaste des Cosaques à Paris par l'aristocratie en 1814, et pourquoi ne pas parler aussi de l'émigration de Coblence, qui est si significative de l'attitude des classes dirigeantes, parfois quand elles ont perdu ou qu'elles, définitivement ou pas définitivement, la partie. Et puis, cette évocation du goût de l'argent, avec une majuscule, pour les dictateurs de l'Europe, du fascisme, tiens, le rempart, là il paraît que c'est d'histoire militante, le fascisme comme rempart des honnêtes gens, et la prise en compte, je le cite, des intérêts privés d'un clan maître qui pèse ou du moins cherchent à peser avec tout ce qu'ils ont de force sur la politique extérieure du pays. Toute une série d'éléments extrêmement éclairants, surtout pour les historiens qui ont bénéficié de sources et qui sont intéressés à la question quelques décennies plus tard, c'est-à-dire qui perçoit l'importance des ligues fascistes, et en particulier d'une qu'il analyse un peu comme ça, par-ci, par-là, la cagoule, le XAR, ce fameux comité d'action révolutionnaire. Vous savez, il y a une analyse extraordinaire d'ailleurs dans cet ouvrage de Guillemin sur l'antiphrase et l'utilisation du vocabulaire pour dire exactement le contraire de ce que la réalité désigne. Et on y trouve, je l'avais évoqué d'ailleurs dans le précédent colloque, et ça n'est pas simplement pour faire du neuf avec du vieux que je le dis, mais mesurer l'importance de ce qu'il dit quand il évoque le tsar, et en particulier au moment de cette deuxième étape du putsch, activement préparée depuis 1934, mais préparée avant, mais je dirais dernière phase du putsch, à partir de 1934, dans les circonstances que nous avons, qui ont été évoquées par des interventions et par le film tout à l'heure, c'est-à-dire la manière dont a été accueillie la révélation de ce deuxième putsch de la mi-septembre 37, excusez-moi, avec la tactique de l'éclat de rire pour masquer au public la vérité, c'est-à-dire, quand vous décrivez quelque chose de gênant, la tactique de dépréciation qui permet de hausser les épaules et de dire mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis? Et c'est une tactique qui est toujours utilisée. Je vais évoquer un domaine qui a l'air très éloigné, qui m'a beaucoup frappé dans l'ouvrage d'un révisionniste américain, au sens évidemment scientifique du terme, c'est-à-dire l'excellent historien Patterson, qui, dans un ouvrage de politique extérieure, montrait comment les États-Unis avaient écrasé Cuba sous, d'une part, le blocus et d'autre part, les pratiques, les incendies de récolte,
et comment, à chaque fois que les Cubains s'en plaignaient, un énorme éclat de rire ridiculisait, bien entendu, ces faux propos. Et donc, il insiste beaucoup sur ces liens entre moins sur les liens des ligues avec le grand capital que la séduction par l'Italie et par l'Allemagne, et puis par l'intervention dans les préparatifs peut-être de paix d'un certain nombre d'éléments majeurs liés avec le patronat. Et il y a d'ailleurs deux noms qui reviennent à 2 ou 3 reprises, puisqu'il évoque notamment un certain, donc 6 février, financé par des agents de la Haute Banque et d'un patronat d'action. Je vous signale d'ailleurs que sur le 6 février, même quand on ne connaît pas les archives, pour dire à quel point quelquefois les documents presque contemporains sont excellents, il vous suffit d'aller regarder quelque part l'énorme annuaire de l'enquête sur le 6 février pour comprendre très aisément que le 6 février a été du début jusqu'à la fin organisé par le comité des forges. Mais certains de mes collègues attribuent ça à l'histoire militante. Je ne sais pas ce qu'il faut comprendre par l'histoire militante. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que Bloch l'aîné, je l'avais dit récemment à Édouard, dans un ouvrage avec une espèce d'éclair de franchise et de lucidité, ça s'expliquait en 1976 parce qu'il a eu des comptes à régler avec Giscard d'Estaing, qu'il avait évincé du Crédit Lyonnais, et qui avait un papa et un oncle qui s'étaient beaucoup compromis dans le complot et dans la suite du complot. Il avait dit qu'il avait décrit une classe dirigeante absolument abominable, et il avait fait la remarque que 1940 c'était la revanche du scrutin populaire de tous ceux qui avaient à s'en plaindre, et finalement la répétition de 1814, de 1870, quelle horreur, 1871, j'ai oublié 1852, quand Roumier appelait le tsar à venir calmer les opposants. Et par conséquent, je rappelle que Bloch l'aîné est un inspecteur des finances, fils d'inspecteur des finances, père d'inspecteur des finances, banquier d'une énorme banque, comme son papa et comme son fils. D'ailleurs, le fils est lui la même, le Crédit Lyonnais, et que je ne sache pas qu'il ait été un des représentants de l'histoire militante. Mais pour en revenir à nos affaires, dans le patronat d'action, il y aurait un certain Pucheux du comptoir sidérurgique et le hideux administrateur, dit-il, enfin il était aussi directeur général de Renault, c'est-à-dire de son oncle par alliance, et disait toujours Guillemin à propos de ce czar, trop d'officiers. Il a tort, il n'y en avait surtout pas assez dans sa liste, puisqu'il citait Franchet d'Espéret, Darlan, Hunziker, tout ça. Il avait oublié Pétain, qui, dit-il, ne s'engagea pas, là il se trompe, mais il n'avait pas les archives. Et alors, il voit d'ailleurs Pétain, qui ne s'engage pas, qui laisse faire son homme de liaison, Lustono Lacco, il ne fait pas de commentaires, après il y aura beaucoup à dire plus tard sur Lustono Lacco, mais on ne voit pas ces liens précis avec le capital financier, et on évoque que sa liaison secrète avec le tsar, sans engagement, on apprendra ensuite. Et d'ailleurs en 1945, j'allais dire, il aurait presque pu le savoir s'il avait lu les rapports de Béteille, puisqu'on savait que Pétain n'était jamais que le chef de la cagoule militaire. Pour un engagement léger, vous voyez, c'est quand même évidemment un léger engagement relatif. Alors surtout, l'ouvrage est d'un très grand intérêt sur les questions extérieures, parce que ce que Guillemin a très bien saisi, c'est à quel point les gens importants, les gens de bien, ont choisi la défaite, ont voulu la défaite.
D'abord, choisir Pétain comme héros politique, c'était un choix de la défaite. Et c'est à ça d'ailleurs que sert le chapitre 1er sur le vainqueur de Verdun. Comment vouliez-vous qu'il en fût autrement? Choisir Pétain pour faire semblant de diriger une guerre, c'était sûr évidemment d'aller à l'échec. Alors, bien entendu, je renvoie à la glose dominante, et notamment d'ailleurs à toute la kyrielle de mes collègues acharnés à réhabiliter Vichy. Oh, sous une forme jolie d'ailleurs, on défend toujours les juifs, ou une partie des juifs quand même, avoir plus de considération pour les Français que les Métèques, c'est plus sympathique. Je vous renvoie par exemple aux travaux de Madame Vergès-Chénian, qui est une réhabilitatrice de Vichy depuis longtemps, hein, depuis un ouvrage il y a 20 ans sur Ménétrel, qui disait le grand conseiller, médecin, jeune conseiller de Pétain, qui, disait-elle, n'était pas de la cagoule, c'était un militant essentiel de la cagoule, et son beau-père aussi, un gros financier de la cagoule. Et donc, ce défaitiste connu de tous les chefs civils et militaires, et qui s'était ingénié en 1918 à tenter de faire porter le chapeau de la défaite inévitable aux Anglais, tiens, vous voyez, ça n'était pas neuf, et bien entendu qui détestait toutes les alliances utiles à la France, en particulier, dit Guillemin, l'alliance avec l'Angleterre, l'alliance avec la Russie, que détestent les classes aisées. Particulièrement intéressant est à cet égard la remarque qu'il fait sur le travail de termite, je le cite, que réalise contre la sécurité française, je le cite toujours, des grands syndicats patronaux, comité des forges, comité des houillères, confédération du patronat français, possédant ou contrôlant la grande presse, et l'agent Savas, et toute la clique maurassienne, donc vraiment, qui est un bonheur d'analyse dans cet ouvrage, parce qu'on y mesure l'ampleur de la réhabilitation scandaleuse de Maurras, qui a passé l'entre-deux-guerres à non seulement mépriser la France et la fouler plus bas que terre, les a appelés la défaite, et évidemment avec une intensité considérablement grossie entre 1938 et 1940, car sa divine surprise avait tout de même été précédée par la pas surprise du tout de Munich et de ses conséquences. Et en particulier, il fait la part belle à un auteur qui a attiré l'attention de beaucoup des observateurs critiques de 1943, 44, 45, c'est-à-dire Thierry Monnier, qu'on nous a beaucoup réhabilité d'ailleurs sur sa fin, n'est-ce pas? Il aimait le théâtre, il avait une femme qu'il aimait aussi, tout ça, bien. Et il faut noter d'ailleurs que ce passage que je vais vous lire de Thierry Monnier dans une revue d'extrême droite qui s'appelait Combat, le mensuel Combat de novembre 1938, je dirais que quand on a lu ça, on se passerait presque d'archives, mais enfin bon, je m'en suis contenté quand même, puisqu'il explique pourquoi il était absolument impérieux de consentir. Vraiment, la diminution capitis, c'est pas seulement d'ailleurs la liquidation de la Tchécoslovaquie, mais vraiment la liquidation de la sécurité française qu'avait accepté Daladier à Munich. Voilà ce que je tiens à vous lire et qui avait été emprunté à Pertinax et à un politiste américain de 1943 qui s'appelle Charles Nico, comme son nom pourrait ne pas le définir comme américain. Et exemple dans lequel il voit, Guillemin, à quel point la politique extérieure de la France était commandée dans l'esprit des conservateurs par l'unique souci de leur politique intérieure. Je cite Monnier. Ces partis de droite avaient l'impression qu'en cas de guerre, non seulement le désastre serait immense, non seulement, j'en ai même rajouté que n'avait pas mis Guillemin, une défaite ou une dévastation de la France était possible, bon ça c'est du blabla, mais encore qu'une défaite de l'Allemagne signifierait l'écroulement des systèmes autoritaires qui constituent le principal rempart à la révolution communiste. Rempart, vous avez dit ?
et peut-être la bolchevisation immédiate de l'Europe. En d'autres termes, une défaite de la France eût bien été une défaite de la France et une victoire de la France eût été moins une victoire de la France que la victoire de principe, considérée à bon droit comme menant tout droit à la ruine de la France et de la civilisation. Vive la défaite! Il est regrettable que les hommes et partis qui avaient cette pensée ne l'aient pas en général avouée, car elle n'avait rien d'inavouable. Vous voyez, c'est eux-mêmes qui le disent, qui ne sont pas militants de gauche. J'estime même qu'elle était une des principales raisons et des plus solides, sinon la plus solide, de ne pas faire la guerre en septembre 1938. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en septembre 1938, l'Allemagne ne pouvait pas gagner la guerre. Et c'était précisément la raison pour laquelle il fallait lui laisser la grosse année supplémentaire lui permettant de compléter ses armements. Bref, dit Guillemin, la droite était devenue le parti de la paix à tout prix. Et il cite, et vraiment je vous renvoie à son petit ouvrage, les aveux de Maurras sur les nationaux, ces nationaux qu'il a définis dans l'autre ouvrage de manière évidemment plus développée, ces nationaux qui se sont vautrés dans la défaite et dans l'abdication, ça fait partie du vocabulaire qu'il dénonce, du contre-vocabulaire, ces nationaux faisant échouer toutes les tentatives de résistance ou toutes les occasions de tentatives de résistance étatique, il n'y en a eu aucune. Toutes les tentatives ou les occasions de résistance au fascisme italien à l'hiver 1935, qui fait naturellement allusion à la guerre d'Éthiopie, à Franco de 1935 à 1937. Car vous le savez, ça devrait faire un sujet de thèse quand l'histoire correcte pourra faire sa réapparition en France. Le rôle des nationaux dans l'aide à Franco de 1936 à 1939, et même un peu avant, parce qu'il y a là un champ de recherche tout à fait considérable qui apparemment est actuellement complètement stérile ou non exploité. À Munich, il évoque Munich bien sûr, et puis Guillemin fait, on l'a vu d'ailleurs dans le film, dans les extraits du film de Jean Chéras, et à bon droit, fait évidemment allusion à Gustave Hervé, cet ancien révolutionnaire qui n'est pas un révolutionnaire en quelque sorte qui le serait resté, un révolutionnaire qui se fait acheter par le grand capital cesse d'être révolutionnaire. Je ne sais pas pourquoi il faudrait être militant pour le dire. On ne vous paie tout de même pas pour faire ce que vous avez fait jusque-là, on vous paie pour les contacts que vous avez établis avec les masses populaires, car il est très difficile de faire réaliser sa propagande par des banquiers. Donc les banquiers sont obligés de passer par des truchements. Quand vous regardez les archives, vous voyez ça très bien, n'est-ce pas? Parce que un bloc l'aîné, vous ne voyez pas tout de même un bloc l'aîné en Doriot, ça n'est pas sérieux. Bien, ou même je dirais toute la kyrielle de Sinard, qui ne sait pas que la synarchie existe, mais toute la kyrielle de Sinard qu'il commence à citer. Et donc, dans ce cadre, évidemment, on avait besoin de ce Pétain qui était devenu l'idole de la droite bien avant 1934, mais encore plus depuis 1934. Et il fait allusion, c'est une source que j'ai oublié de citer, et qui est d'une très très grande importance, et d'ailleurs à laquelle, il faut le dire, Pierre Cotte, dans son très intéressant ouvrage sur le procès de la République, qui est une étude du procès de Riom, dans lequel donc Pierre Cotte évoque aussi cette source, les consignes de censure du procès de Riom. Car si vous lisez toutes les consignes, c'est un objet historique, si vous lisez toutes les consignes de censure du procès de Riom, vous comprenez toute la défaite et vous comprenez en particulier le sabotage militaire des préparatifs de la défense, ce qui nous a été livré tout à l'heure et qui était en effet plein d'intérêt puisque Jonot est un de ces très rarissimes hauts militaires
que l'esprit de classe, il y en a, 2, 3, n'a pas aveuglé et qui, sans tout voir ou sans tout avouer, ont dit beaucoup de choses. J'en profite d'ailleurs, il n'est pas dans Guillemin, pour rendre hommage au très grand attaché militaire que nous avons eu, j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, il l'avait laissé jusqu'en 1940, que nous avons eu de 1937 à 1940 dans cette période d'abdication totale, c'est-à-dire notre attaché militaire à Moscou, Pallas, auquel je vous renvoie dans le choix de la défaite, c'est-à-dire quelqu'un qui avait tout compris sur les moyens de préparer la guerre et tout compris sur la future victoire soviétique qui, comme on le sait, a accéléré d'ailleurs la prise de conscience des idéologues nazis, puisque le front russe leur a pesé lourdement. Alors, il faut dire, il évoque d'autres choses, Guillemin, cette haine de l'Angleterre, il évoque comme en passant, mais évidemment, c'est un élément très important, cette violence russophobe de Pétain, qui, comme vous le savez, est devenu d'ailleurs quelque chose de fort courant. On aimait mieux le tsar que ce qui lui a succédé. Il faut cependant, parce que Guillemin a de grandes vertus, c'est un homme remarquable, mais après tout, on n'est pas là seulement pour faire du dithyrambe. Il faut remarquer qu'il y a aussi, bien sûr, de la timidité. C'est le deuxième aspect que j'évoquerai, c'est-à-dire les lacunes de Guillemin. Et des lacunes, certes, qui sont imputables au manque de sources. On ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas su en 1945 ce que le stock d'archives nous a livré. Mais c'est très intéressant. Et c'est très intéressant sur un personnage lui-même particulièrement intéressant, car il est tout de même rare de voir des individus qui, je dirais, deviennent plus critiques et plus progressistes en vieillissant. C'est un cas de figure qui est relativement rare. Et lui, plus il a vieilli, alors vous me direz, moi il a été diplomate aussi, ça aide. La diplomatie aide à stocker toutes les informations nécessaires. Alors quand après vous êtes à la retraite et que vous vous libérez, il est clair que vous êtes nettement meilleur que les autres. Hein. Il avait cet avantage, il faut le dire. Mais tout de même, des timidités qu'il a là, en 1945, il ne les aura plus en 1956 sur la Commune. C'est fini. Avec la Commune, il regarde jour par jour ce que font les notables prétendument républicains. Il les fustige, les Jules. Là, non. Il est gentil. Il est très gentil. Il a une vision extrêmement optimiste des républicains. Alors pourquoi ? Ça viendra peut-être dans la discussion. Ça reste un notable républicain. Puis il va le rester quand même, hein, pour être diplomate, bien entendu. Il ne faut quand même pas regarder les archives tous les jours. Et donc, il est très optimiste sur tout ce qui n'est pas Pétain. Très optimiste sur Gamelin. Je me permets de vous renvoyer aux archives que j'ai consultées sur ces personnages. Malheureusement, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Et un critique très sympathique d'historien et géographe de mes collègues, une critique sympathique est assez rare, donc je la relève. À noter, quand j'ai publié l'ouvrage de Munich à Vichy, l'assassinat de la République, à noter avec une grande tristesse mais beaucoup d'honnêteté que je dressais un portrait tellement noir, tellement abominable des classes, des dirigeants de l'État de 1938 à 1940 que vraiment on souhaitait qu'il n'en ait pas été ainsi. Ben voilà, il est encore optimiste, Guillemin, hein, parce qu'il ne les a pas vus, les archives accablantes, atroces. Gamelin ne vaut pas plus que les autres, voire les archives. Alors, il est particulièrement indulgent sur le cagoulard militaire végan. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant, lisez bien le livre. Sa timidité, il doit être conscient des contradictions auxquelles elle le mène. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment ce végan, qu'il pense patriote sincère, et dont les passions politiques ne parvenaient pas à l'emporter sur son sentiment du devoir. Tu parles, c'était le deuxième de la cagoule militaire. Bon, on n'arrive pas à comprendre comment ce végan, qui l'innocente à tout propos,
peut devenir une espèce d'artisan essentiel de la venue au pouvoir immédiate de Vichy. Qu'est-ce qu'il a à s'exciter comme ça le 13 juin? Alors, il explique dans les chapitres sur la prise de pouvoir que le 13 juin, il est sincère, mais enfin, plus les pages avancent et plus on comprend qu'il n'est pas sincère du tout, puisqu'il annonce Thorez à Paris, voyez, bon, parce que ça a été évidemment le grand prétexte, bon, mais il n'y avait pas lieu d'être content du cagoulard militaire Végan, qui avait une haine de la République, je dirais au moins égale, sinon supérieure, c'est un peu difficile, mais à celle de Pétain, et pour qui, en plus il le reconnaît, pour qui le véritable ennemi extérieur c'est la Russie, parce que vous savez que parmi ces grandes prestations militaires, il y avait les préparatifs de bombardement de Bakou et de Grozny, qui étaient absolument indispensables à la défense de ce qui était appelé en France pompeusement le front du Nord-Est. Alors, il ne se passe rien sur un front, mais alors sur le front du Nord-Est, hein, vous regarderez Dominique à Vichy, il s'est passé rien du tout. Et d'ailleurs, à la lecture des fonds militaires, parce que allez aux archives militaires, hein, moi j'y suis allé, vous vous apercevez en effet ce que c'est que les préparatifs d'une défaite militaire. C'est grandiose. Hein. Daladier pose une question, enfin il fait semblant de poser une question, en octobre 1939, Gamelin lui répond en janvier 1940 qu'il ne sait pas bien de quoi il retourne, je vous assure, j'ai l'air de caricaturer, mais malheureusement, allez donc au service des armées de Vincennes et préparez-vous à avoir besoin d'un siège solide. Parce que même après beaucoup de décennies de recherche, ça fait choc. Bien. Alors, il a cru que Briand était sage, qu'il était pacifiste. Il a beaucoup d'illusions sur la bonté de la République de Weimar. Et alors, on ne parlera jamais assez, on le déteste dans l'historiographie dominante française, mais il est remarquable, on ne parlera jamais assez de l'importance du livre de Fritz Fischer, Les buts de guerre de l'Allemagne, de l'Allemagne wilhelminienne pendant la Première Guerre mondiale, qui est un ouvrage maître que je ne suis pas allé choisir chez un auteur subversif, puisque Fritz Fischer avait été nommé professeur à Hambourg sous le nazisme et que pour être professeur nazi tout de même il ne fallait pas déployer des qualités militantes à gauche bien évidentes, mais c'est un grand faiseur de l'histoire allemande respectueuse des archives, et ce qu'il montre c'est que il y a une parfaite continuité. Mon collègue Gallo l'a dit tout à l'heure, la saisie dans les aspects matériels, pragmatiques et concrets, il y a une extraordinaire continuité dans la politique pan-germanique entre la politique du Second Reich et les politiques suivantes. Vous imaginez d'ailleurs que le livre de Fischer, paraissant en République fédérale d'Allemagne dans sa version allemande en 1963, avait fait beaucoup causer dans le Landerneau, puisqu'il y expliquait que de la droite du SPD à Hindenburg et Ludendorff, tout le monde était d'accord pour piller l'Europe à l'est et à l'ouest. Ça a fait très mauvais effet, et ça explique d'ailleurs que l'esprit européen se développant, ce soit un auteur absolument insupportable à l'histoire bien pensante. Il s'est aussi trompé sur Léon Blum. Enfin, tout le monde ou presque se trompe sur Léon Blum. Il faut aller voir des archives dont la lecture est très pénible. Je me permets de vous renvoyer à mes travaux. Non, c'est pas vrai. Il s'est pas soucié de réarmement. Il était. Mais c'est vrai qu'il y a eu, sous son court règne, il y a eu quelques sincères, dont Pierre Cotte, c'est incontestable, qui se sont battus pour essayer de sortir la France de l'ornière de la préparative de l'ornière des non-préparatifs de défense, et c'est tout ce qu'on peut en dire. Alors, ne parlons pas de la célébration, grand Dieu. Alors, il a bien vu des complicités à gauche, hein. Ça c'est vrai, il en a vu, Doriot, Marquet, Déa, Belin, mais bien sûr, il ne voit pas leur lien avec le capital, il voit même que ce qu'il appelle des honnêtes catholiques de gauche, je vous rappelle que c'est un catholique un peu à gauche, d'ailleurs, il sera de plus en plus à gauche, lié avec Sangnier, Le Sillon, etc. Et il a l'honnêteté
de dire à quel point, voilà, la revue dominicaine 7, puis temps présent, parce que le Vatican a fait liquider 7 qui trouvaient pas assez pro-allemande, tout ça avait été tenté aussi par des réconciliations qui n'avaient plus lieu d'être. Et puis, donc, timide d'une part, sur tout cela, et d'une timidité sur Daladier. Alors, je n'entre pas dans le détail, mais alors là, oh, parce qu'il faut vous dire, Daladier est un des pires. Alors, il y en a encore un pire que lui, s'il est possible, et je le dis pire du point de vue de la sécurité, c'est quelque chose d'effrayant. Daladier, c'est quand même l'homme qui est présenté par François Poncet, homme du comité des forges, délégué par le comité des forges à l'ambassade du Reich à Berlin, parce que c'est une tradition, c'est le comité des forges qui nomme nos ambassadeurs à Berlin. Oh, que d'histoire militante. Bah, regardez les archives allemandes et françaises, hein, bon. Et donc, voilà, Daladier est quelqu'un qui est nommé, d'abord qui a été ministre de la guerre, qui adore les militaires depuis 1933, mais qui les adore, qui leur pardonne tout, et même en plus qui brûlera le dossier de Cagoule de Pétain en 1937, vous voyez. Alors ça le gêne d'ailleurs, ça le gêne beaucoup, Guillemin, parce qu'il se rend bien compte qu'il y a des contradictions. Vous pouvez m'expliquer pourquoi, en 1937, le nez dans le complot, ils disent rien, il le dit, il dit mais voilà, il pense à un miracle. Alors, notre Guillemin parlant d'un miracle, il pense que 2 et 2 vont pas faire 4. Ah bon? On est un peu surpris, vous voyez, de cet esprit aiguisé qui tout d'un coup accepte l'idée que 2 et 2, dans l'esprit de gens compétents, parce que ces gens sont toujours compétents, il est rare qu'ils ne le soient pas, puissent penser que d'une catastrophe va naître une résurrection française. Bon, donc il est gentil pour Daladier, alors n'en parlons pas. Voilà, le Daladier qui organise, qui fait des ronds de jambes à Hitler. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter ce que nous ont livré les archives depuis, vous irez regarder. Et puis, sur Reynaud, alors là, Reynaud qui se bat jusqu'au bout pour assurer l'alliance avec l'Angleterre. Alors, je veux quand même vous rappeler, parce que c'est dans les archives diplomatiques et militaires, hein, j'ai grande considération pour l'alliance britannique, mais tout de même, depuis 1936, la France avait la démonstration formelle que les Anglais amèneraient sur le territoire, au début, une division, et peut-être 2, mais alors en raclant tous les fonds de tiroir, hein, du Commonwealth, 2 divisions, 200 divisions allemandes. Quand vous regardez, il évoque d'ailleurs les divisions, quand vous regardez les divisions, bah, c'est bien simple, vous regardez les divisions. Alors les divisions, vous regardez les archives de Vincennes, vous n'en croyez pas vos oreilles, hein. Enfin vos yeux d'abord, parce que non, vous les voyez seulement. Vous dites, mais c'est pas possible. Eh bien si, une défaite préparée comme ça, c'est grandiose. Il faut bien le dire, c'est grandiose. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que, comme en règle générale, je dépasse mon temps, voilà. Comme j'ai été un peu critique, je vais quand même montrer à quel point Guillemin ouvre sur l'avenir de la recherche. Vraiment ouvre sur l'avenir de la recherche. Par son esprit critique, et par cet esprit critique qui se déploiera lorsque, sorti de l'ornière scientifique, évidemment ce n'est pas une ornière de carrière, mais de l'ornière scientifique que constituent les postes diplomatiques, il passe, et même avant d'ailleurs, parce qu'il a fait des ouvrages, c'est sidérant, hein, pour un strict contemporain d'aujourd'hui, que de voir qu'un diplomate, aujourd'hui, il serait évincé du Quai d'Orsay. Hein. Il y a des journalistes qui se sont fait évincer pour moins que ça. C'est-à-dire que diplomate français publiant cette curieuse guerre de 70 en 1956, moi je trouve que ça valait éviction. Hein. Ben non, il a pu quand même. Hein. Et dans cette curieuse guerre de 70, je peux vous dire que ce qu'il appelle là le drame social, il l'analyse autrement. Hein. Voilà, alors là, il nous dit tout, parce que
nous décrire la jubilation, la prodigieuse euphorie des honnêtes gens devant la défaite, qui vomissent sur la France. Lisez René Benjamin, lisez Maurras, oh là là, lisez Gilloin, un synarque d'une synarchie qui n'existe pas, vomissant sur les Saturnales de 1789 et les folies du Front populaire, et cet usage de l'antiphrase. Cet usage de l'antiphrase où le vocabulaire ne sert qu'à désigner le contraire de ce que les mots signifient. Ça, c'est merveilleux. Et alors, il cite, moi, quelqu'un que j'aime beaucoup, évidemment, c'est un paria, un criminel abominable qui n'a donné aucune rue des villes honorables françaises, Marat, qui est quand même un des grands géants, un des géants de la Révolution. Abusé par les mots, les hommes, il le cite, Guim. Abusés par les mots, les hommes n'ont pas l'horreur des choses les plus infâmes décorées de beaux noms. Et ils ont horreur des choses les plus louables, décriées par des noms odieux. Aussi, l'artifice ordinaire des cabinets est d'égarer les peuples en pervertissant le sens des mots. Et souvent des hommes de lettres avilis, vous voyez, chez nous ça s'appelle des stipendiés, ont l'infamie de se charger de ce coupable emploi. Ils appellent loyauté la prostitution aux ordres arbitraires, rébellion la fidélité aux lois. Ce qu'il appelle la fidélité aux lois, c'est évidemment le droit naturel, les lois établies par la République. Révolte la résistance à l'oppression, punition des séditieux, le massacre des amis de la liberté. Extrait des chaînes de l'esclavage, 1792. Rien que pour ça, on devrait rendre un hommage éperdu en cette période si dure pour l'esprit critique à Guim. Bref, décrypter cette imposture dans le langage, c'était déjà aider les historiens à débrouiller les choses, et on pense d'ailleurs à l'extraordinaire entretien tiré des archives italiennes entre Bréard de Boissanger, alors ce traître à tous les sens du terme, hein, ce banquier, ce sous-gouverneur de la Banque de France, assez ignominieux pour accepter le poste de la Banque de France pour aller livrer notamment l'or belge à l'Allemagne, l'or belge qui est en Afrique, dans l'Afrique coloniale française, et accepter la direction, si je puis dire, le poste économique de la fraction française de la commission d'armistice de Wiesbaden, et qui prépare, on est le 20 juillet 1939, qui prépare la défaite avec autant d'allant que tous ses petits camarades synarques, et qui dit à son directeur général de l'IRI, Institut de reconstruction industrielle italienne, dont on vous dit que c'est étatique, mais dans lequel vous aviez toute la quintessence du capital financier privé avec Fiat en tête, vous savez, toutes ces choses absolument détestables qui mettent des noms sur des pratiques. Et voilà ce qu'il lui dit. Regardez comment on va duper un peuple. Vous voyez, un peuple qui, paraît-il, aurait voté à 98% Pétain en 1940. Je demande d'ailleurs à nuancer dès 1940 ce 98%. Mais bon, il est nécessaire de porter les peuples, étant donné que les gouvernements ont pour vivre besoin du consentement populaire, à un état de détente. Un état de détente, ça veut dire un état d'abrutissement. Tel que les sacrifices nécessaires puissent être acceptés, non comme une diminution de prestige, mais comme inévitable et devant être consentis, soit immédiatement, là c'était un peu tôt, soit au moment opportun. Ce moment opportun avait dit Guillemin, avait dit Pétain, rapporté par Guillemin, qui le tient des aveux triomphants. Il y a plein d'aveux triomphants. Lisez dans le de Monzy, dans le ci-devant de Monzy, qui vient gentiment voir de Monzy, sur lequel Guillemin ne dit pas grand-chose, mais sur lequel les archives nous livreront des paquets. Cet homme de la banque Worms, d'Hippolyte Worms depuis la Première Guerre mondiale, ce synarque d'un type particulier, comme disait Rapport DRG,
qui doivent relever de l'histoire militante aussi. Et donc, il lui dit, Pétain, rapporté par Guillemin, en mars 1940, très tranquille, dans la deuxième quinzaine de mai, ils auront besoin de moi. C'était un divinateur. N'est-ce pas, vous voyez? Et parmi les ouvertures et les grandes qualités, voilà ce qu'il voit comme pilier de Vichy. Ben, c'est bien vu. 4 groupements principaux, dit-il. L'armée, voilà. Alors évidemment, il a relevé, c'est une merveille, il fera la même chose dans cette curieuse guerre de 70, en montrant comment Bazaine distribue les médailles à ces vaincus qui se sont laissés vaincre tout seuls, n'est-ce pas? Oh, ça a été une distribution de médailles fantastique, hein, après l'armistice de Metz. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire cette armée comblée d'honneur. On n'a jamais vu autant de ministres, on n'a jamais vu autant de médailles, on n'a jamais vu autant de ministres passant ministre au corps d'armée. Et quand on pouvait croire d'ailleurs que De Gaulle ferait une petite épuration de cette armée littéralement abominable, il est très difficile d'imaginer. Il y a des gens qui ne peuvent pas imaginer le complot de Tukhachevski, qui est quand même rapporté par les archives françaises, notamment, mais tout de même, quand on voit la brochette de hauts militaires des comités directeurs de la défense nationale, c'est vrai qu'on est surpris, hein. C'est pourquoi, une fois encore, on ne peut rien faire de mieux que de conseiller la lecture des archives. Alors, il en cite plein, sauf, il y en a qu'un, je vous donne la clé, hein. Il y en a qu'un qui n'est pas cité, mince, j'ai dû mettre la page quelque part, je vais la retrouver. Il n'en cite qu'un qui est, ça doit être autour des, c'est 181. Il les cite tous, sauf un préfet de police puis ambassadeur à Berne. Je vous livre le nom, c'est François Barre. J'en parle moi-même. Et alors, nous avons beaucoup d'archives sur lui. Voilà, rassurez-vous. La revanche de l'affaire Dreyfus contre la République. Alors, premier groupe. Deuxième groupe, l'Action française. Les gourous, voilà. Alors, l'Action française, dont on saura plus tard, mais c'est interdit en France de le dire. Un de mes collègues anglais, Jenkins, s'est fait taper sur les doigts par tout ce qui comptait à Sciences Po, puis alors méchamment, hein, comme Robert Soucy, l'américain, parce qu'il avait osé dire que l'Action française était la matrice du fascisme français. Les anglophones le disent, mais Sciences Po ne veut pas l'entendre, et jusqu'ici, en France, a réussi à faire taire tous les dissidents, d'ailleurs en s'opposant à la traduction des autres, et quand ils parviennent quand même à être traduits, ça a été le cas de Robert Soucy, à taper tellement... Vous savez comment vous faites pour que les étudiants ne lisent pas quelqu'un? Vous leur faites un petit séminaire ou un petit cours, puis vous leur dites « Oh, celui-là, oh, celle-là, oh, surtout pas !» Ben là, vous êtes tranquille, le livre ne se vendra pas, en tout cas pas chez les étudiants. Et je vous assure, hein, c'est une longue expérience qui me permet de le dire, puisque j'ai quand même passé 26 ans à l'université. Hein. Bon, alors, l'Action française, voilà, qui est De Gaulle comme le traître, qui est le juif, enfin voilà, la revanche de l'affaire Dreyfus. Et alors là, une merveille. Les hommes d'argent, il ne les connaît pas encore bien, mais les hommes d'argent. Et hop, on a encore notre petit duo, Pucheux et le hideux, quand même, il savait des choses. Hein. Il avait pris des choses chez Pertinax qui, lui, savait beaucoup de choses. Beaucoup. Mais Pertinax était encore mieux informé que Guillemin, c'est normal. Il avait fait sa carrière dans les milieux politiques, il y était là tous les jours, il était spécialiste de politique internationale. Pertinax, il ne dit pas tout, mais il sait presque tout. Hein. Il n'y avait pas besoin d'archives, lui. Et alors, regardez cette magnifique phrase de la page 192. Paradis, plein pouvoir au Corse consortium industriel et bancaire, et le trésor pour eux grand ouvert, parce qu'il a compris qu'en plus c'était le paradis fiscal. Oh là là! Regardez un peu les prédécesseurs du paradis fiscal d'aujourd'hui, ils y sont sous Vichy. Je vous renvoie à illustrer les banquiers sous l'occupation. Vous verrez comment on peut gagner beaucoup d'argent sans payer un sou d'impôt. Et sous l'égide
d'un grand résistant et grand gaulliste, c'est-à-dire le deuxième personnage du ministère des Finances sous Vichy, jusqu'à son passage un peu accéléré vers l'Algérie, via l'autorisation allemande pour aller en Espagne, c'est-à-dire Maurice Couve de Murville. Oui, je sais, là aussi ça doit être militant, mais il y a quand même beaucoup d'archives non militantes qui l'établissent. Donc, la défaite avait rapporté 100% ce qu'on en attendait. Ah. Voilà, ben regardez, il avait dicté la voie aux historiens et quasiment personne ne veut l'emprunter. Quel dommage, quel dommage. Et puis, évidemment, tous leurs affidés, c'est-à-dire tous leurs hommes politiques, voilà, mais sans parler de leurs soutiens extérieurs. Il y a une très bonne analyse, je n'y entre pas parce que je m'arrête à 40, mais l'ouvrage ne s'arrête pas à 40, lui. C'est pas que je m'arrête toujours à 40, mais là je m'arrête à 40. L'ouvrage ne s'arrête pas à 40 et il montre la tactique américaine et la tactique française à l'égard des États-Unis, la tactique américaine à l'égard de la France, en des termes fort intéressants que les archives, bien sûr, nous ont permis d'éclairer. Et je terminerai, parce que je vais laisser tomber les obstacles académiques à l'examen de la thèse de la trahison, ça me prendrait un moment de plus. Et puis je vais juste dire à quel point il faut rendre hommage à tous ceux qui ont compris tôt. Car il s'inscrit parmi les pionniers, mais il y a plusieurs pionniers. Il y en a même qui ont dit plus que lui. Mais bon, je dirais que Marc Bloch a dit beaucoup. Enfin, Marc Bloch était historien, on dirait qu'il était médiéviste, mais enfin il était historien, on lui avait appris les méthodes de l'histoire. Lisez, je vous en prie, ou relisez les tranches des fêtes. Car dans les tranches des fêtes de Marc Bloch, dans les tranches des fêtes, il y a bien sûr, personne ne l'a connu avant la première publication qui doit remonter à 1946, mais vous avez presque tout. Vous avez le général Blanchard qui en public joue les zombies et qui l'entendent derrière une porte dire « Ouh, mais je vois très bien une double capitulation », puis sur un ton très réjoui. Pour quelqu'un de triste quand même, c'est gros. Et puis une extraordinaire analyse, extraordinaire, d'ailleurs on se demande d'où elle sort, dans les tranches des fêtes, de la compromission entre les confédérés de la tendance Belin, de la CGT, et ce qu'il appelle leurs ennemis de classe, qu'il n'appelle pas les synarques, mais c'est les synarques, quand il montre comment on a préparé Munich sur le tapis de Daladier, c'est-à-dire ce que raconte en 1941 de Monzy, comment tous ces syndicalistes qui se sont laissés corrompre, acheter, comment tous ces syndicalistes se sont fait dicter les proclamations de soutien de Munich. Dans les tranches des fêtes, vous verrez, ça fait quelques pages lunaires parce qu'il n'y a pas un nom cité. Alors si vous voulez la traduction, vous lisez ma communication, elle doit être sur mon site d'ailleurs, Bloch et un colloque de Bloch sur Bloch et la défaite, Bloch et l'analyse de la défaite, qui montre à quel point Bloch a été un homme clairvoyant et surtout, et je rends aussi hommage à Guillemin, la compréhension par Bloch de la situation de plus en plus grande, de 1940 à 1944, et cet extraordinaire article des cahiers politiques, numéro 8, bon c'est le numéro 6, mais c'est pas grave, officiellement c'est le numéro 8, sur la préface de Pétain à Chauvinot, qui est un petit chef-d'œuvre. Et préface de Chauvinot, qui est une preuve de la trahison, sur laquelle, bien entendu, Marc Bloch s'étend. Il faut signaler, parmi les précurseurs, Pertinax, les Fossoyeurs, Défaite militaire de la France, armistice contre révolution, 2 volumes, dont Guillemin s'est beaucoup inspiré, qu'il a lu pour faire son livre, et de l'autorité duquel il s'est réclamé. Pierre Koch, je l'ai évoqué tout à l'heure, André Schwab, auquel il a aussi beaucoup emprunté, sur l'affaire Pétain et qui insiste tant sur l'importance de la campagne de Gustave Hervé,
Et après la libération, je ne manque jamais une occasion de lui rendre hommage, parce que ça fait partie de ces hommes de la grande bourgeoisie qui ont su abdiquer leur sentiment de classe. C'est très dur, c'est très très dur. Et qui a fait dans l'ouvrage Veni, Vidi, Vici, dont je reconnais le titre n'est pas d'un très long bout, mais c'est un ouvrage extraordinaire, notamment sur les ventres dorés de la Synarchie qu'il a pu contacter de près quand il était ambassadeur à Belgrade, et qui livre presque tout sur les conditions, sur le rôle des classes dirigeantes dans la défaite, rôle que Guillemin avait déjà si bien perçu en 1947. Je vous remercie.